Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à suivre cette édition de ce jeudi 10 février 2022, dont voici le sommaire. Un agent du service national de renseignement est mort mardi dernier. Certains parlent d'une mort accidentelle, d'autres parlent plutôt d'une exécution visant à effacer toutes les traces pouvant incriminer les crimes qui ont été commis par le parti au pouvoir. Au sommaire également, le ministère en charge du commerce, de l'industrie et du transport vient de revoir à la hausse le prix du transport en commun à travers le pays. Dans ce journal, vous allez écouter les explications de la ministre ayant les transports dans ses attributions. Le maire de la ville de Bujumbura brandit des sanctions adaptées de ce 15 février contre toute personne qui ne se sera pas acquittée de l'impôt foncier et taxes. Il a par ailleurs indiqué que l'obtention de tout document administratif sera subordonnée à la présentation de la preuve de paiement de l'impôt ou taxe. Voilà pour les titres. Je vous le disais en titre, un agent de la documentation prénommé Edgar est mort mardi dernier. Ayant participé dans pas mal d'exécutions contre la population, cet agent est décédé dans un des hôpitaux de la capitale économique Bujumbura. Les circonstances de sa mort sont confuses. Certains disent que sa mort serait accidentelle, d'autres parlent plutôt d'une exécution visant à effacer toutes les traces pouvant incriminer les crimes qui ont été commis par le parti au pouvoir. Josiane Mouzaneza pour les détails. Avant d'intégrer les services de renseignement, le prénommé Edgar était dans l'armée. Il rejoindra alors ces services avec l'arrivée du parti CNDD-FDD au pouvoir. Recruté par feu Adolphe Nshimirimana, Edgar était très connu des Imbonerakure de par son rôle joué dans la formation militaire de ces jeunes du parti au pouvoir, une formation qui s'est déroulée en République démocratique du Congo, plus précisément dans la localité de Kiliba-Ondes. Selon nos sources, il était parmi les principaux instructeurs de cette milice. De retour au pays, il s'est directement installé au quartier Kamenge. Des sources concordantes affirment que ce dernier participait dans presque toutes les missions en rapport avec des assassinats ou tortures. Dans la crise de 2015, il avait érigé une position sur la barrière qui se trouve à la RN1, près du bar Iwabo-Wabano, appartenant à feu Adolphe Nshimirimana. Selon ses proches, il s'occupait de fouiller et de contrôler tous les passagers des véhicules en provenance ou en partance de l'intérieur du pays. C'est lui qui extirpait de ces véhicules toute personne de son choix et ces dernières étaient par après portées disparues. Les derniers jours de sa vie, Edgar les a passés dans les locaux des services de renseignement situés tout près de la cathédrale Regina Mundi. Avec deux de ses confrères, ils étaient les principaux tortionnaires des personnes arrêtées et détenues dans ses bureaux. Selon ses proches, Edgar tuait souvent ses victimes par étranglement à l'aide d'une corde ou alors les ligotait les bras et les jambes derrière le dos. Il introduisait ensuite des morceaux d'étoffe dans leur bouche et ces dernières mouraient étouffées. Edgar est mort dans la nuit de mardi alors qu'il se trouvait au bardi Iwabo-Wabano. Ceux qui ont annoncé la nouvelle à ses proches leur ont signifié qu'il n'a pas survécu à une chute et a succombé dans l'un des hôpitaux de Bujumbura. Mais certains de ses proches écartent cette hypothèse d'accident et parlent plutôt d'un meurtre qui n'avait pour but que de se débarrasser d'un témoin gênant. Toujours en page de sécurité, 3 personnes, à savoir un jeune homme, sa sœur et leur mère de la colline Gatete en commune et province de Rumongue, sont morts la nuit dernière. Ils ont été foudroyés au cours d'une pluie tombée dans le secteur d'Ogastegni. Les informations en provenance de ce secteur indiquent que les 2 enfants étaient âgés entre 20 et 25 ans. Les autorités administratives se sont déplacées pour aller soutenir la famille endeuillée et ont promis d'inhumer les disparus aux frais de l'État. Toujours à ce chapitre sécurité, 5 militaires burundais sont morts noyés dans la rivière Rusizi mardi de la semaine dernière. Ces militaires étaient du 212e bataillon de Chibitoke. Plus de détails avec Eloge Diveremesh.
5 militaires burundais du 212e bataillon commando sont morts noyés dans la rivière Rusizi le 1er février courant. Différentes sources de la RPA, parmi les officiers affectés dans les bureaux de l'état-major général de la force de défense nationale du Burundi, révèlent que ces militaires étaient au nombre de 11 dans un bateau militaire. Seuls 6 ont survécu à ce naufrage qui a eu lieu sur la rivière Rusizi. Les 5 militaires se sont noyés parce qu'ils ne savaient pas nager et leurs corps n'ont pas encore été retrouvés. Les mêmes sources précisent que les fusils de 5 militaires ont également été emportés par l'eau. Par ailleurs, un rapport sur l'accident de ces militaires a été rédigé à l'état-major général de l'armée burundaise. Les 5 militaires victimes de noyade sont caporal-chef Senzinga Jean Dodieu, caporal Ndouimana Aaron, deuxième classe Daïkedjimana Alexis, adjudant-chef Ngeshimana Emmanuel et deuxième classe Arelimana Jean-Claude. La mission de ces militaires sur la rivière Rusizi reste inconnue selon nos sources. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le porte-parole de la FDN, colonel Floribert Biyereke, pour donner de plus amples éclaircissements. Merci à toi, Eloge Duvel et Mécha. Après cette petite transition, nous parlons coopération. L'Union européenne a ignoré d'une manière flagrante la promotion des droits de l'homme au profit de sa stratégie politique de lever les sanctions contre le Burundi prises en 2016. Réaction de Clément Boursin, responsable Afrique de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Carte France. Clément Boursin regrette que l'Union européenne ait pris une telle décision avant que le gouvernement du Burundi ne parvienne à réaliser ses engagements envers la protection des droits humains. Suivez plutôt Clément Boursin, responsable Afrique de Carte France. C'est important de dire que nous ne sommes pas contre une reprise de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi, mais il est important de voir quels engagements ont été pris à ce moment par le Burundi et l'Union européenne. Et est-ce que ces engagements ont été respectés? Si on revient un peu sur les sanctions qui ont été prises dans le cadre de l'accord de Cotonou, c'était en mars 2016, des sanctions ont été adoptées en raison de graves violations des droits humains qui ont été commises au Burundi à partir de 2015. Et donc il y a eu un certain nombre de matrices d'engagement qui ont été prises par le Burundi, mais également du coup par l'Union européenne, parce que l'Union européenne devait veiller à ce que ces engagements soient réalisés. Et parmi ces engagements, il y avait la liberté et la sécurité de la société civile et des défenseurs des droits humains. Malheureusement, force est de constater qu'il y a encore 12 défenseurs des droits humains qui sont condamnés à perpétuité par contumace, qu'il est toujours très difficile pour la société civile et les ONG de défense des droits humains de travailler au Burundi. Un certain nombre d'ONG sont toujours interdites dans le pays. Un autre point de la matrice d'engagement, c'était enquêter et mener des investigations sur les allégations de torture et d'exécution extrajudiciaire. Sur cela, on a une impunité importante sur les cas de violations graves des droits humains commises depuis 2015 et malheureusement ces exactions continuent. Il y a eu également un échec patent d'un autre engagement, c'est le dialogue inter-burundais permettant de retour aux principes démocratiques et sans parler d'un autre point d'engagement qui n'a pas été vraiment respecté, c'est le désarmement et démantèlement avec l'appui d'observateurs internationaux de toute organisation armée autre que la police nationale et les forces de défense. Et à l'époque, on pensait avant tout aux Imbonerakure, qui sont toujours à l'œuvre au Burundi. Donc du coup, on se rend compte qu'en fait, cette décision du Conseil de l'Union européenne, qui est toute récente de lever ces sanctions, est avant tout en fait un compromis de réel politique où les droits humains sont en réalité relégués au second plan. Tout cela pour ne pas couper les ponts avec le Burundi et dans une situation et un contexte international tendu, notamment avec la Russie, ne pas laisser la porte ouverte à la Russie. Et donc, pour nous, une telle décision est un signal négatif qui est adressé au monde et également au Burundi, comme quoi l'Union européenne, et d'une certaine manière, ferme les yeux sur la situation des droits humains. Du coup, on regrette que cette reprise ne soit pas consécutive à une réelle amélioration de la situation des droits humains. Clément Bourset appelle l'Union européenne à suivre de près le respect des engagements pris par l'État burundais, maintenant qu'elle a déjà opté pour ce rapprochement avec son gouvernement. Encore une fois, Clément Boursin. Il est important de voir que la société civile burundaise, en tout cas 17 ONG et coalitions, ont exprimé leur déception et leur inquiétude. Et ils ont mis en avant un certain nombre de recommandations à l'endroit de l'Union européenne qui sont très pertinentes. Je pense que ça sera important pour l'Union européenne de continuer à veiller à la situation des droits humains au Burundi et d'exhorter les autorités burundaises à prendre des mesures qu'elles n'ont pas encore prises. Et donc on sera attentif au suivi de ces engagements qui devront être respectés et de la situation des droits humains. En tout cas, maintenant,
effectivement, c'est une décision qui a été prise par le Conseil de l'Union européenne. On en prend note et on fait part de notre incompréhension par rapport aux raisons qui ont amené à ces sanctions. En fait, on voit que aussi bien l'OIF que le Conseil de sécurité des Nations Unies ont relégué en second plan la situation du Burundi. Mais c'est clair que la décision du Conseil de l'Union européenne n'arrive pas comme une surprise. Il faut se rendre compte que cette commission d'enquête n'a jamais pu mettre les pieds au Burundi, faute de volonté politique des autorités burundaises de lui accorder un crédit, et que le rapporteur spécial qui a été mandaté tout récemment, également, a priori, ne mettra pas les pieds au Burundi. En somme, le Burundi n'est pas prêt à accepter des observateurs internationaux indépendants sur son territoire, mais l'Union européenne considère qu'il y a une amélioration notable des droits humains. Il y a un processus effectivement international qui fait que la communauté internationale veut de nouveau se rapprocher des autorités burundaises, malgré le fait que ces efforts ne sont pas encore suffisants. Ce qu'on espère, nous, c'est que ce choix politique qui a été fait par la communauté internationale soit favorable à l'amélioration des droits humains au Burundi, parce que le plus important, avant tout, c'est la situation au Burundi et pour les Burundais, à savoir une paix, une réconciliation, et pour les victimes, que justice soit rendue. Voilà. On attend maintenant beaucoup des autorités burundaises parce qu'elle a pris des engagements. Ces engagements, pas tous ont été respectés pour l'instant. On espère qu'elles le seront dorénavant, d'autant plus que la communauté internationale a repris coopération, à savoir l'Union européenne, mais également d'autres instances. Et donc on attend énormément en termes de lutte contre l'impunité par rapport aux exactions qui ont été commises dans le passé. Également, permettre aux défenseurs des droits humains et aux ONG de défense des droits humains burundaises de pouvoir retravailler au Burundi, et également faire en sorte que les milices non légales soient dissoutes et ne puissent plus agir de manière illégale dans le pays. En page de gouvernance, les autorités hiérarchiques et les administratifs à la base dans la zone de Gatumba, commune de Mutimbuzi, en province de Bujumbura, devraient faire des enquêtes afin de punir ceux qui sont en train de faire de l'injustice vis-à-vis des déplacés du district de Kinyinya 2. Réaction de Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens probes, RCP en sigle. Il réagit après les plaintes des déplacés du site Kinyinya 2 à l'endroit de l'aide administratif à la base et les responsables du district d'être corrompus et de donner leurs aides aux personnes qui ne leur sont pas destinées moyennant de points de vin. Suivez Gervais Nibigira, vice-président de RCP. Nous avons entendu les lamentations de l'opération de la zone de Gatumba, et surtout sur la colline Kinyinya 2, où été implantés aussi des déplacés liés aux inondations de cette zone. Ces lamentations sont alimentées par la distribution et des tentes à des personnes qui ne sont pas des victimes, et des personnes qui viennent des quartiers de la mairie de Bujumbura, surtout Buyenzi et Bwiza, où aujourd'hui il y a des personnes qui viennent s'installer dans son site alors qu'ils ne sont pas des victimes. Et d'abord, nous déplorons ce comportement d'administration de base, mais aussi nous déplorons le fait que ces tentes soient distribuées à des personnes qui ne sont pas des victimes et par l'administration qui devrait normalement protéger ces victimes. Et c'est pourquoi alors nous demandons à l'administration, surtout l'administration provinciale et communale, et aussi le ministère de l'Intérieur, de la Solidarité nationale, de prendre en main cette question, de vérifier si réellement ce qui se dit sur son site, ce qui se dit sur la distribution est correct. Et aussi, nous demandons qu'il y ait des punitions pour ces personnes qui seront responsables de ce comportement. Aussi, nous demandons qu'il y ait la transparence dans la distribution de ces tentes en mettant en place, par exemple, un comité mixte pour qu'il y ait de lumière dans cette distribution. Mais aussi, nous avons entendu que ces personnes-là qui reçoivent les tentes illégalement reçoivent aussi les jetons, reçoivent aussi tous les avantages, c'est-à-dire qu'ils vont bénéficier les vivres et d'autres avantages qui sont donnés des victimes. Et si nous demandons qu'il y ait, et si c'est possible, et la construction des maisons durables à ces victimes, nous demandons aussi qu'il y ait surtout le respect des victimes et le respect des personnes qui se trouvent dans ce site. C'était Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens probes, RCP en cycle. Toujours en page de gouvernance, le ministère en charge du commerce, de l'industrie et du transport vient de revoir à la hausse le prix du transport en commun à travers le pays. À Bujumbura, l'augmentation du prix de tickets de transport varie entre 50 et 100 francs burundais selon la destination, tandis qu'à l'intérieur du pays, la majoration varie entre 500 et 1000 francs burundais. Suivez Chantal Nijimbere, la ministre ayant les transports dans ses attributions.
Le ministère ayant le transport et le commerce dans ses attributions vient de réviser les prix du ticket de transport en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays. Compte tenu de l'augmentation de 12,63% en moyenne pour l'essence, super et le gazoil, et tenant compte également de l'intérêt général de toutes les parties prenantes, le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme prévoit à la hausse le ticket de transport de 12,63% tant en mairie de Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Et par conséquent, le prix du transport par bus en mairie de Bujumbura passe de 400 francs à 450 francs. Le prix de transport par bus dans les quartiers périphériques sont fixés de la façon suivante. Centre-ville vers Mirango, rond-point, 500 francs, centre-ville vers Buterere, 600 francs, centre-ville Charama, 600 francs, centre-ville Kiriri, 550 francs, centre-ville Buziba, 800 francs, centre-ville Marambia, 950 francs, centre-ville Kamesa, 650 francs et centre-ville Rubirizi, 850 francs. Cette hausse du prix du ticket de transport est consécutive à la hausse du prix du carburant à la pompe et intervient après un bras de fer entre cet ministre et ses directeurs. Et certains chauffeurs de bus de la ville de Bujumbura ne sont pas contents après la hausse du prix du ticket de 50 francs. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA expliquent qu'ils subissent de pertes à cause du carburant acheté à un prix exorbitant au marché noir. Eloge Kwizera. Les chauffeurs de véhicules de transport de passagers dans la ville Bujumbura se plaignent de la décision prise par le gouvernement en augmentant 50 francs burundais sur le prix du ticket de transport. Comme l'indique notre source dans la capitale économique, la décision prise par le gouvernement pénalise les chauffeurs. Cette déclaration est faite au moment où s'observe une pénurie du carburant dans la capitale économique. Du carburant vendu au marché noir, le litre entre 5 000 francs burundais et 8 000 francs burundais. Un chauffeur rapporte que le respect de cette décision entraînerait une lourde perte dans les activités. À cause des difficultés à obtenir le carburant à un prix exorbitant du marché noir, nous sommes dans l'incapacité à travailler parce que nous travaillons à perte. Le même chauffeur ajoute qu'une mésentente entre les conducteurs et propriétaires de véhicules risque de survenir pour ces réseaux qui vont manquer de versement. Le seul choix à l'instant est d'abandonner le travail. Nous ferons face à des problèmes avec nos boss. Ils vont penser que nous détournons l'argent. En réalité, nous travaillons à perte à cause de faibles prix du ticket majoré à 500 francs burundais. Pour cette raison de ne pas entrer en conflit avec nos boss, nous allons arrêter le travail. Vous saurez que dans la capitale économique Bujumbura s'observent toujours de longues files de véhicules en quête du carburant. Merci à toi, Eloge Kwizera. Certains conducteurs de passagers en provenance de la province de Gitega vers les autres contrées ne respectent pas le nouveau tarif officiel. Des chauffeurs qui déclarent la hausse du prix du carburant. Ils ajoutent qu'au cas d'irrespect du tarif officiel, vont travailler à perte. Au contraire, les passagers demandent son respect. Le détail avec Eric Nyonzima. Aux agences de voyage, les nouveaux tarifs de transport ne sont pas respectés. Le prix du ticket de transport Gitega-Bujumbura est vendu à 7 500 francs burundais, quand le nouveau tarif officiel est fixé à 7 000 francs. De Gitega à Bujumbura, dans les petits véhicules Probox, le tarif est de 8 000 francs à 9 000 francs, alors que le prix officiel est de 7 000 francs. De Gitega à Muyinga, toujours dans les agences, le prix du ticket du bus est à 10 000 francs, différent de l'officiel. De Gitega Ngozi Ruyigi Rutana, le prix du ticket est fixé à 7 000 francs, quand le prix officiel est fixé à 6 000 francs. De Gitega Changuzo, le prix est à 12 000, contraire au prix officiel de 8 500 francs. Il n'y a pas de prix officiel pour le trajet Gitega-Makamba. Le prix habituel sur son tronçon était de 10 000 francs avant la montée du prix. Des transporteurs respectent le nouveau tarif sur le tronçon Gitega-Karusi paye 6 000 francs avant la montée du prix du carburant. Le tarif était de 5 000 francs. De même que les transporteurs des passagers de Gitega à Bujumbura, dans les bus de type Hias,
qui fait payer 7 000 francs fixés officiellement. Avant la flambée du prix du transport des passagers, payer 6 000 francs. Certains chauffeurs indiquent que, dans le cas du respect des nouveaux tarifs fixés par le gouvernement, ils travaillent à perte pour le motif que le prix du carburant a été haussé d'un montant exorbitant de 300 francs alors qu'il n'a jamais dépassé 50 francs le litre auparavant. Je vous le disais en titre, le maire de la ville de Bujumbura brandit des sanctions à dater de ce 15 février contre toute personne qui ne se sera pas acquittée de l'impôt foncier et de taxes. Il a annoncé au sortir d'une réunion qu'il a tenue à l'intention des administratifs à la base ce mardi. Jimmy Hatungimana a par ailleurs indiqué que l'obtention de tout document administratif sera subordonnée à la présentation de la preuve de paiement de l'impôt ou taxe. Suivez plutôt Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura. Comme vous le savez, nous avons déjà commencé la période de déclaration et cette période a commencé, n'est-ce pas, le 3 janvier 2022. Et pour cette raison, nous avons compris que les administratifs à la base sont ceux-là qui doivent aider à recouvrer tous ces éléments. C'est pour cette raison que nous avons pris des décisions suivantes pour essayer de mettre tout le monde à l'œuvre pour que l'argent qui est en train de disparaître, les recettes que nous ne retrouvons pas ici et là, puissent arriver à temps. Alors, nous avons pris les décisions suivantes. La première décision concerne d'appliquer depuis le 15 février 2022 des pénalités pour le retard de paiement. La deuxième décision que nous venons de prendre, c'est que tout document administratif délivré par la mairie de Bujumbura sera conditionné par la preuve de paiement de l'impôt foncier ou taxe. Troisièmement, nous allons exiger le port d'un cahier de ménage en cas de demande de tout document administratif délivré par la mairie de Bujumbura, les communes, les zones et les quartiers qui facilitera la vérification du paiement de l'impôt et de taxes. Dernièrement, c'est de produire des documents informatifs de signification pour que l'information soit portée à la connaissance de tous. La décision prise par le maire de la ville de Bujumbura d'exiger les récépissés du paiement de l'impôt foncier avant de délivrer tout document à tout usager de service de la mairie inquiète les habitants de la capitale. Pour eux, avant de prendre cette décision, les autorités devraient examiner les problèmes rencontrés par les citadins et faire preuve de pédagogie à leur égard pour expliquer l'intérêt de payer l'impôt. Écoutez la réflexion émise par quelques habitants de Bujumbura. Les mesures prises par le maire de la ville de Bujumbura sont injustes. Les arriérés ne sont pas dus à la volonté des contribuables, mais aux problèmes qu'ils rencontrent, surtout d'ordre familial. Les contribuables comptent également sur les revenus des loyers pour vivre parce qu'ils sont sans emploi. Ils paient les études des enfants et la ration alimentaire. Dans le cas de maladies et d'autres problèmes, le contribuable se retrouve dans une situation de non-paiement des arriérés. Une deuxième mesure, c'est la prise des sanctions contre les contribuables devant payer les arriérés. À quoi serviront ces sanctions pour une personne déjà confrontée à des problèmes? Ils ne doivent pas nous mobiliser pour payer l'impôt. Nous connaissons l'importance de l'impôt nécessaire à la construction des routes, au paiement des salaires des fonctionnaires et au développement. Nous demandons au maire de la ville de revoir la mesure pour ne pas pénaliser les propriétaires des parcelles. Il faut qu'il examine s'ils disposent d'un autre revenu lié à l'emploi, leur situation économique, l'état des parcelles et leur endettement. Il ne faut pas prendre des mesures hâtives parce qu'ils n'ont pas investi de capital, ils ont contracté des dettes et sont prêts à payer l'impôt, même si momentanément ils rencontrent des problèmes. kuca bafata ingingo y'uko umuntu azogenda kurondera impapuro muri mairie canke muri commune canke muri zone. Prendre des mesures comme quoi toute personne en quête des pièces d'identité et de documents à la mairie, à la commune, n'aurait pas de service si elle ne parvient pas à démontrer qu'elle a payé l'impôt foncier n'est pas une bonne chose. Il faut multiplier des séances de sensibilisation destinées à la population pour le paiement de l'impôt, de telle sorte que le citoyen comprenne la raison de l'existence de l'impôt, son intérêt, ainsi que les inconvénients du non-paiement de l'impôt. Nous comprenons que chaque citoyen doit payer l'impôt foncier. Cependant, il est parfois mal imposé avec un mauvais calcul. Et cela constitue une des raisons de la réticence des contribuables à payer l'impôt foncier.
Présenter également les cahiers de ménage à la zone pour montrer le paiement de l'impôt foncier n'est pas le plus urgent. Le plus urgent est de faire preuve de sensibilisation, d'expliquer à la population pourquoi il faut payer l'impôt, lire un à un les articles de la loi portant sur l'impôt foncier pour qu'il n'y ait plus de victimes de l'injustice. Parce que des fois, on rencontre des cas de surfacturation des impôts et d'autres qui devaient payer plus et qui ne se sont rien acquittés. Dernière nouvelle de cette édition, l'Union africaine a adopté à la fin de la semaine le Swahili comme langue de travail. Cette langue figure parmi les 10 langues les plus parlées au monde. Le Swahili, qui a récemment été adopté comme langue officielle de travail par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, est parlé par plus de 200 millions de personnes dans le monde selon l'UNESCO. Les Nations Unies indiquent que le Swahili est parmi les 10 langues les plus parlées au monde. Lorsque le Swahili a été adopté comme langue de travail par l'Union africaine au cours de la conférence de samedi et dimanche, c'est le vice-président de la Tanzanie, Philippe Mpango, qui l'a proposé. C'est lors de l'amendement de l'acte constitutif de l'Union africaine en 2018 que le Swahili a été mis en évidence parmi les langues officielles derrière l'arabe, l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol. L'hymne de l'Union africaine est traduit en Swahili, comme dans toutes ces autres langues officielles de l'organisation panafricaine. Le Swahili est également utilisé comme langue de travail au sein de la communauté est-africaine EAC et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Dans de nombreux pays du monde, le Swahili est parlé par la population. C'est entre autres en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en Somalie, au Mozambique, au Malawi, en Zambie, dans les Comores, à Oman, au Yémen et au Burundi. Le Swahili est également enseigné au niveau de nombreuses universités, notamment en Afrique, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Les Nations Unies ont par ailleurs consacré une journée mondiale à la langue Swahili. Elle sera célébrée dans le monde entier pour la première fois le 7 juillet prochain. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Ainsi s'achève cette édition. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime Doshimagis. Au revoir.